Alors, peut-être pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de connaître Madame Ndiéguène, je vais peut-être faire une brève présentation. D'ailleurs, aujourd'hui, le choix véritablement de ce profil-là n'est pas fortuit, d'autant plus que Madame Ndiéguène, véritablement, elle a une expérience extraordinaire, d'autant plus que dans le sens international, que même dans le cadre national où véritablement elle s'est illustrée, parce que déjà, elle est diplômée ingénieure en génie civil, elle est également auteure, elle est écrivaine, mais aussi elle est fondatrice d'une start-up nommée EcoBuilders MS, qui est une start-up qui est spécialisée dans la construction à base de matériaux recyclés et naturels. Mais également, c'est une dame qui s'est beaucoup illustrée à l'échelle internationale parce qu'elle a eu à représenter le Sénégal au sein des Nations Unies lors de la première édition du Climate Action Summit à New York. Elle a également été lauréate de beaucoup de concours d'entrepreneuriat. Elle a reçu plus de pratiquement 20 distinctions. Elle a aussi reçu le prix de la première dame du Sénégal pour la promotion de la littérature féminine au Sénégal. Alors, comme vous le voyez bien, c'est un parcours richissime, un parcours véritablement extraordinaire, d'une femme également extraordinaire. Peut-être que je vais donner l'occasion à Madame Degen, si j'ai écorché sa présentation, d'en rajouter un peu plus. Alors, Madame Degen, à vous la parole. Merci beaucoup Hadi, merci à tous les membres des élites sénégalaises pour cette invitation. C'est un grand honneur d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de partager mon expérience. Tout a été dit, je ne pense pas que j'ai quelque chose à rajouter par rapport à mon parcours. C'est pour moi juste l'occasion de vous remercier et un plaisir d'être là, oui. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons deep dive dans ce qui nous a réunis aujourd'hui. Alors, peut-être que pour revenir un peu sur votre engagement, pour commencer de manière directe peut-être ce webinaire, revenons à la source de votre engagement. Qu'est-ce qui vous a motivé, dans le sens propre du terme, à vous lancer ou bien même à allier un parcours d'ingénieur, d'entrepreneur, mais également à vous lier à cette cause climatique et au développement durable actuellement? Qu'est-ce qui vous a donné cette motivation, ce sens d'engagement, à tel point que vous avez dit, mais tiens, je vais aujourd'hui m'engager pour cette cause climatique, écologique dans le monde, au Sénégal, en Afrique, par exemple? Écoutez, c'est une très bonne question. Merci pour cette question. L'engagement, je ne l'ai pas choisi. Je vais dire qu'il m'est tombé dessus. Vous savez, nous sommes tous au courant des situations. Hein. Excusez-moi, voilà, des situations qui existent au Sénégal. On est tous face à des problématiques et nous avons tous, je pense, cette envie d'apporter des solutions. Et moi, en fait, j'étais à l'université, hein, comme tout le monde, et j'ai pu m'engager dans différentes initiatives au sein de mon université, des initiatives autour de l'entrepreneuriat, ce qui m'a, voilà, j'étais en mathématiques, donc pas du tout dans des filières où on s'engage d'habitude sur les questions entrepreneuriales. Mais voilà, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans et je me suis dit pourquoi pas. Je vais dire que l'engagement m'a appelée. Je ne suis pas allée vers l'engagement, je suis tombée dedans. Ouais. Si on peut dire ça. Wow. Et dans cet engagement-là, peut-être parce que quand vous engagez, vous interagissez avec beaucoup de gens, que ce soit à l'international, mais également sur beaucoup d'aspects. Quelle a été peut-être cette chose-là qui vous a le plus marqué dans votre parcours en tant que, je dirais bien, une engagée dans l'écologie, mais également dans la promotion du climat, de l'économie durable et tout? Qu'est-ce qui vous a le plus voilà, marqué dans votre engagement? Qu'est-ce qui vous a peut-être catalysé dans le sens du thème, quoi? Beaucoup de choses m'ont marqué. Beaucoup de choses m'ont marqué. J'ai démarré en tant qu'entrepreneur à 18 ans, 17-18 ans. Lorsque j'ai reçu mon premier prix entrepreneurial, ça a été vraiment un déclic. Je vais dire, avant le premier prix,
nous avions bénéficié dans le cadre du Forum Jeunesse Sénégal d'une formation autour de l'entrepreneuriat. Et ça avait été pour moi un instant tournant, en fait, dans mon parcours. Notamment, j'avais appris, entre guillemets, les notions de business model, de business canvas. J'avais appris à structurer mes idées, à structurer mes projets. Et je me suis rendu compte aussi de l'impact que je pouvais avoir avec mon idée. Donc, je vais dire que c'était un instant vraiment important pour moi en tant que très jeune entrepreneur. J'avais 17-18 ans. Donc, c'était quelque chose de très marquant pour moi. Après, bon, il y a eu énormément d'expériences à travers le monde. J'ai porté la voix du Sénégal lors du premier sommet climat des Nations Unies, des jeunes des Nations Unies, sur la question climatique. J'ai eu à porter un plaidoyer sur la question de l'économie circulaire. J'ai eu à rencontrer énormément de personnes à travers le monde. J'ai énormément de personnes avec qui j'interagis tous les jours sur cette question-là. Ma nomination dans le top 6 de la Royal Academy of Engineering, ça a été aussi un moment très important pour moi en termes de reconnaissance aussi du savoir-faire des ingénieurs sénégalais. Donc, il y a eu énormément de moments. Il y a eu ma rencontre avec différents présidents qui m'a aussi fait comprendre aussi que nous, les jeunes, nous étions parfois, en fait, marginalisés dans nos idées et dans nos combats et qu'il fallait, voilà, comme vous le faites aujourd'hui, nous regrouper et porter, en fait, des initiatives. Donc, ça a été énormément d'expériences à travers le monde. J'ai eu aussi beaucoup de moments marquants aux États-Unis grâce au programme Suzy, qui m'a permis de rencontrer notamment des coachs, un professeur qui m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait dit tu es capable de faire quelque chose, tu es capable de marquer en fait les esprits, tu es capable d'aller loin. Et ça avait été vraiment aussi des moments forts. Je vais dire que mes moments forts pour moi, c'est pas tant les reconnaissances que j'ai eues, mais les rencontres que j'ai eues dans mon parcours, dans mon très jeune parcours, de ces personnes-là que j'appelle des mentors, qui m'ont orienté, qui m'ont donné, qui m'ont dit des phrases encourageantes, qui m'ont exprimé leur admiration. Et cela m'a beaucoup marqué. Oui. Ouais, en vous entendant parler, une citation d'Isaac Newton me revient en tête. Il disait, si j'ai pu aller loin, c'est parce que je me suis appuyé sur les épaules des géants. Donc, cela traduit en fait l'importance d'être guidé, l'importance d'avoir quelqu'un qui nous montre la voie, quelqu'un qui nous corrige, qui est notre mentor, qui véritablement est là pour nous donner, je ne veux pas dire les shortcuts, parce qu'en tant que peut-être entrepreneur, on doit apprendre de ses échecs, se relever et pouvoir aller d'avant. Et sur ça, peut-être que je vais rebondir un peu plus, d'autant plus que vous avez mentionné que vous avez commencé très tôt l'entrepreneuriat. Quel a été le regard de la société sur vous à 17-18 ans lorsque vous essayez peut-être de lancer vos propres projets? Est-ce que vous vous êtes un peu senti marginalisé? Est-ce qu'on était là à vous dire, ah, cette fille-là, elle est folle, je sais pas. Vous savez, peut-être cette idée sénégalaise de pouvoir peut-être refouler toute personne qui essaye de sortir du lot un peu plus. Et, bon, absolument. Je vais dire que j'ai vécu une expérience pour le moment, parce que je suis encore dans ma jeunesse, mais disons dans ma prime jeunesse, une expérience assez particulière parce que moi, je suis un double profil. Je suis scientifique, je suis ingénieur. Déjà, j'ai choisi une branche de l'ingénierie qui n'est pas très évidente parce qu'on était dans des classes où il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Moi, dans tout mon parcours, j'étais dans des classes où on était 4 à 5 filles dans les niveaux les plus grands, c'est-à-dire en master et en fin d'année d'ingénieur. Donc, déjà, l'appréhension, c'était déjà dû à moi. J'ai reçu des phrases comme tu es une femme, est-ce que tu vas y arriver? Dans notre contexte, c'était pas très évident. J'ai eu vraiment des expériences assez particulières en termes d'entrepreneuriat. Et les barrières, quand on est jeune, on ne se fie pas vraiment à nous et à nos idées. Il faut le savoir. Il y a un challenge de crédibilité, surtout à un très, très jeune âge. C'est pas comme dans certains pays où on est
vraiment plus encouragé qu'on est, voilà. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, tu es trop jeune, pourquoi ce choix, pourquoi cet engagement. Il faut avoir des convictions. Il faut juste dire que c'est le chemin que j'ai choisi. C'est un chemin très difficile. Hein. Il faut être très honnête avec ça. Il ne faut pas vendre du rêve, hein, comme on le voit souvent. C'est un chemin difficile pour les jeunes, c'est un chemin difficile pour les femmes. Je regroupais, je vais dire, toutes ces en fait, je vais pas dire, c'est pas des handicaps, je vais dire tous ces facteurs-là qui pouvaient potentiellement me faire échouer dans une société qui est vraiment très paternaliste, qui est très fermée. Mais paradoxalement, en travaillant dans le monde rural, je me suis rendu compte que les agriculteurs et voilà, ceux qu'on pensait être beaucoup plus fermés à cette réalité-là étaient au contraire très ouverts. Hein. J'ai vraiment été épaulée par des maires, par exemple le maire de Kayar, feu le maire de Kayar, Nyaseka, dans les débuts de mon projet, qui a été le premier à m'allouer un terrain d'expérimentation dans sa commune, c'est-à-dire qu'il m'a donné un terrain carrément pour faire le premier prototype. Et il y a eu beaucoup de gens comme ça sur mon parcours. Donc, il ne faut pas de préjugés, il faut du courage. Hein. J'ai aussi reçu de la part, que lorsque j'allais demander un financement à la banque, des commentaires du genre tu es seule, comment tu vas faire, etc. Tu es une jeune fille. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. Mais bon, je vais dire que c'est des choses, c'est des expériences qui m'ont permis de renforcer en fait ma résilience en fait et d'avancer. Tout à fait. Peut-être même que je vais un peu me relancer sur ça, d'autant plus que vous avez parlé de financement, vous avez parlé d'accompagnement, mais est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a cet accompagnement-là pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore éclos, mais qui sont en train d'expérimenter sur le terrain, qui ont besoin peut-être de mentorship, d'accompagnement, mais aussi de financement? Est-ce qu'il y a des structures ou bien des dispositions nécessaires qui sont mises en place pour accompagner ces jeunes-là qui ont du talent, qui ont peut-être la possibilité de mettre en place quelque chose de concret au service de leur communauté? Écoutez, le Sénégal essaie, hein. Le Sénégal essaie à travers énormément de structures et de programmes dans lesquels on ne se retrouve pas vraiment parfois, puisqu'on a une impression de redondance dans les rôles des différentes structures. On ne sait pas qui fait quoi et qui doit accompagner les jeunes dans quoi, puisque dans cet accompagnement-là, il y a une réelle chaîne de valeur, hein, et il faudrait une réelle structuration pour accompagner les jeunes de l'idéation, c'est-à-dire, je suis passée par là du début de la structuration de leur projet jusqu'à la phase où ils sont prêts à recevoir un financement. Parce que le financement, ce n'est pas l'étape finale. Hein. C'est pas la première étape, je vais dire, c'est l'étape finale, je vais dire. Parce qu'il faut d'abord structurer son idée, il faut comprendre ce qu'on veut faire, il faut comprendre son business model, il faut trouver ses partenaires, trouver sa cible, etc. Donc, il y a vraiment je vais dire, tout un cheminement qu'il faut faire dans l'entrepreneuriat pour recevoir ce financement-là. Donc, j'ai vu beaucoup de structures qui sont un peu appesanties sur l'aspect financement. C'est pas, je vais dire, la question majeure, puisque si vous donnez à un jeune un financement et que son idée n'est pas structurée, on aura un fort taux d'échec. Et ce qui nous étonne, c'est le fort taux d'échec des entrepreneurs francophones comparé à la zone anglophone, par exemple, dans laquelle j'ai eu à travailler. Donc, je pense qu'il y a un début de solution dans l'entrepreneuriat au Sénégal. Il y a des structures, il y a des incubateurs, il y a des fonds, il y a des agences, il y a des acteurs, il y a des mentors. Je ne sais pas encore s'il y a des business angels, mais je vois qu'il y a des clubs qui s'organisent pour financer et investir dans les startups. Mais il faut une sorte d'organisation en fait dans tout ça et que les jeunes puissent se retrouver surtout parce que les jeunes sont perdus. Tous les jeunes pensent qu'il faut aller déposer tout de suite son projet à la DER, d'autres pensent qu'il faut aller à l'ADP, mais on ne sait pas réellement en fait comment s'organiser pour voilà, structurer son idée et puis voilà, être financé. Moi, j'ai essayé avec un programme d'accompagnement qui s'appelle Techifi à accompagner certains jeunes, à donner ce que j'ai reçu. Ça les a beaucoup aidés pour certains et ça leur a permis d'aller vers le financement.
Super. Alors, en entendant ça, donc, si je comprends bien, c'est bon, le problème, c'est pas seulement les financements, parce qu'avant de se faire financer, il faut avoir quelque chose de concret, il faut avoir un projet viable, un projet où tu as étudié le marché concrètement, tu as un business plan solide et tu as peut-être cette preuve-là, même si immatérielle, qui montre que peut-être que toi, tu ajoutes de la valeur. Parce que quand on parle de produits entrepreneuriat sans valeur, ça n'aura pas vraiment de viabilité sur le long terme. Donc, cet aspect-là, peut-être dans l'idéation, dans la phase d'idéation, où on est là en train de générer des idées, essayer peut-être de faire un peu du benchmarking, essayer de voir parmi ces idées-là, de faire du cherry picking, lequel va marcher, lequel ne va pas marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, tu juges que les entrepreneurs au Sénégal passent beaucoup de temps sur cette phase d'ideation qui est pourtant négligée, mais qui est d'une importance capitale? Non, ils ne passent pas assez de temps dans cette phase-là, mais ce n'est pas de leur faute aussi, hein. Il faut un accompagnement, hein. Vous savez que l'entrepreneuriat, quand vous avez 17, 18 ans, ou même 40, 45 ans ou 50 ans, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, eh bien, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Il faut vraiment, moi, cet accompagnement-là, je l'ai eu à travers différents programmes. Je ne l'ai pas eu dans un seul programme. Je vais dire que tous les programmes auxquels j'ai participé, ces programmes d'accompagnement-là étaient complémentaires parce que ça m'a permis d'arriver à cette phase finale de mon projet. Mais je pense, et sans me tromper, que beaucoup de jeunes n'ont pas cette chance-là parce que beaucoup de ces programmes-là aussi étaient hors du Sénégal. Il faut qu'on crée l'environnement, en fait, d'éclosion et de développement de ces idées-là. Pas seulement à travers la création d'agences, mais à travers, en fait, cet esprit entrepreneurial-là qu'on doit inculquer dès le bas âge, en fait, parce que, en fait, notre entrepreneuriat, nous, au Sénégal, ça ne doit pas être un entrepreneuriat simplement pour se faire de l'argent. Ça doit être un entrepreneuriat pour résoudre des problèmes, parce qu'on en a énormément. Et nos jeunes sont créatifs, en fait. Ils doivent avoir un environnement qui soit idoine pour développer leurs idées. Et à ça, il faut mettre en place un accompagnement. Et ce n'est pas qu'ils ne mettent pas assez de temps à faire cela, mais développer un esprit critique, développer un esprit d'analyse, savoir cerner des problèmes, savoir réfléchir à des solutions concrètes, tout en mettant en place un modèle économique. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Donc, il faut qu'on ait en fait, cette dynamique-là globale, en fait. Je ne vais pas parler de politique, mais une dynamique de pays, en fait. Il faut qu'on encourage les jeunes à travers notre éducation, à travers notre accompagnement. Moi, j'ai été dans des pays où il y a des incubateurs au primaire. Hein. Il y a des élèves au primaire qui mettent en place des solutions qui vont à des concours internationaux. Donc, pourquoi pas nous? Tout à fait. Tout à fait. En fait, si je comprends bien, parce que au Sénégal, il y a l'accompagnement et tout, mais l'accompagnement, il est plutôt centralisé dans des peut-être agences étatiques qui sont plus dans l'accompagnement des entreprises proprement dites, des PME, petites et moyennes entreprises, quelque chose comme ça, alors que véritablement l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, ça doit plus aller dans cette dynamique de start-up où on a peut-être des centres où ces jeunes-là peuvent faire du ideation, peuvent faire des prototypages, pourquoi pas des installations 3D, des maquettes, peut-être des agences ou bien des lieux où ils peuvent non seulement générer des idées, mais également se permettre de faire des prototypages et tout ça, parce que ce qu'on voit dans des pays développés ici comme le Danemark, c'est ce qui se fait. Et pourquoi pas peut-être dans les universités, parce que comme je l'ai vu au Sénégal, il n'y a pas ces environnements de Silicon Valley. Aujourd'hui, on doit se permettre au Sénégal de se dire, tiens, on peut avoir notre petit Silicon Valley à l'UCAD. C'est une très grande université où il y a peut-être des centaines de milliers d'étudiants. Pourquoi pas pouvoir véritablement incuber des projets. Par exemple, parce que vous avez aussi mentionné l'aspect d'incubateurs. Est-ce que vous avez pu être accompagné par des incubateurs au Sénégal? Est-ce il y a peut-être voilà, cette partie d'incubateurs-là au Sénégal? Il y a des incubateurs au Sénégal, hein. Il y en a. Moi, j'ai participé à un concours qui s'appelait Expresso Innovation Challenge. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais je faisais partie d'un incubateur pendant des mois. Il y a le Orange Corner qui est initié par l'ambassade des Pays-Bas, par le Pays-Bas.
qui est un incubateur. Il y a le Joko Labs, et il y a beaucoup d'incubateurs au Sénégal. Sont-ils accessibles? Ça, c'est une autre question. Sont-ils accessibles à tous les jeunes? Et il y a un problème aussi de centralisation de toutes les activités au niveau de Dakar. Il faut savoir qu'il y a une diversité de jeunes au Sénégal dans différents pôles régionaux qui se trouvent à Tambacounda, à Kolda, à Saint-Louis, à Thiès, à Diourbel, à Louga et un peu partout au Sénégal. Voilà, qui ont besoin aussi, en fait, de cet environnement-là parce qu'ils sont confrontés à des problématiques, ils ont peut-être des solutions par rapport à ces problématiques-là et qu'ils ont besoin, en fait, que cet esprit entrepreneurial qu'on crée dans la capitale se transporte dans les régions, hein, parce qu'il y a des génies là-bas qui ne cherchent qu'à être accompagnés. Et moi, je trouve que l'essentiel des efforts sont concentrés sur la capitale et on rate beaucoup peut-être de potentiel dans les régions et qu'on pourrait exploiter, qui pourrait peut-être amener des réponses aux problématiques qu'on a. Tout à fait. En fait, je crois que c'est connu, comme vous l'avez si bien mentionné, au Sénégal, tout est centralisé à Dakar. Moi, personnellement, j'habite à Tambacounda, mais j'ai jamais vu peut-être des structures d'incubation pour les jeunes. Et pourtant, avec les structures peut-être d'incubation, avec des financements en entrepreneuriat et tout, on pourrait régler ce problème voilà, de chômage et tout, parce que dans les régions, à part Dakar, le taux de chômage il est galopant. Par exemple, dans des régions comme Tamba, Ziguinchor et consorts, les jeunes sont en train de faire du tchak-tchak. C'est le seul métier qu'ils trouvent. Et c'est vraiment dommage qu'on gaspille ces talents-là, cette jeunesse, cette énergie-là dans des métiers véritablement qui n'apportent pas trop de valeur sur le plan économique, mais également sur l'avancée du pays, parce qu'actuellement, on parle d'agenda 2050. Donc, peut-être que je vais un peu orienter le débat vers ça. Dans quelle dynamique voyez-vous actuellement peut-être les politiques, que ce soit écologiques, énergétiques, climatiques du Sénégal, qui s'orientent dans cet agenda de Sénégal 2050? Est-ce que vous voyez un Sénégal 2050 climatiquement radieux, disons, qui respecte les normes environnementales, qui est beaucoup plus salubre, qui est beaucoup plus véritablement adapté peut-être à beaucoup d'autres aussi objectifs comme l'accord de Paris sur le climat et tout? Où est-ce que vous situez le Sénégal dans cette dynamique-là? Écoutez, je ne peux pas me projeter encore dans un horizon 2050 tant que je ne vois pas les prémices des solutions maintenant. Vous savez, nous sommes la génération actuelle. Il est vrai que nous devons réfléchir à ce qui se passera demain, mais quel Sénégal nous allons léguer? Ça, c'est une question actuelle, ce n'est pas une question de 2050. Les horizons de nos politiques, à mon sens, devraient être déjà, en fait, temporellement beaucoup plus courts pour qu'on puisse de façon factuelle résoudre certaines problématiques. C'est-à-dire que dans le domaine environnemental, je vois qu'il y a énormément aussi déjà, ma première remarque, c'est qu'il y a une interaction entre les ministères, entre les missions, entre les agences, entre les personnes, entre les individus, à tel point que nous, les jeunes qui ne sont pas, moi, je ne fais pas partie de l'État, je suis très loin d'être un politique, mais à tel point que nous, les jeunes, nous avons du mal à nous projeter, à cerner comment, en fait, avec ces appareils-là, parce qu'il y a quelque chose qui est construit, hein. Je ne dis pas que le Sénégal vient de zéro, hein. Il y a vraiment tout ce qui a été fait jusque-là et qui devrait être utilisé à résoudre des problématiques de façon factuelle. Parce que si nous ne pouvons pas résoudre le problème de la gestion du plastique en 2025, ce n'est pas en 2050 qu'on le fera. C'est-à-dire que nous devons léguer aux générations futures des solutions, pas des problèmes. Et pour moi, en fait, pour s'inscrire dans cette dynamique-là, nous devons avoir des échelles temporelles beaucoup plus réalistes et des objectifs clairs, en fait, à mettre en place dans une horizon temporelle réaliste pour nous. Parce que moi, en 2050, je ne sais pas où je serai. Je serai bien vieille, mais je ne serai pas dans la jeunesse. Donc, il faut que maintenant, on dise à ces jeunes-là qui sont dans leur jeunesse en 2025, en quoi ils peuvent contribuer, comment, qu'est-ce que nous devons faire avant d'être dans une vision trop longue. Et je prends l'exemple de beaucoup de pays qui se sont développés avec des plans, une échelle temporelle assez courte. Hein, on a vu l'exemple de la Chine qui, en même pas une décennie, a vraiment changé de visage. On prend l'exemple d'autres pays en Asie du Sud-Est qui aujourd'hui sont des exemples. On prend l'exemple
du Rwanda qui est juste à côté, on prend l'exemple d'autres pays qui sont autour de nous. On a vraiment besoin au Sénégal d'être beaucoup plus dans une échelle temporelle réaliste. Il est vrai que quand on parle de durabilité, on parle des générations actuelles et des générations futures, mais là maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Et pour moi, déjà dans le domaine environnemental, il faudrait regrouper tout cet appareil en fait gouvernemental, ces ministères qui tournent, gravitent autour pour travailler ensemble. Déjà, pour moi, il y a beaucoup trop de ministères, beaucoup trop d'agences, beaucoup trop d'acteurs et pas de corrélation entre tout ça. C'est-à-dire, on devrait pouvoir se regrouper et dire qu'est-ce qu'on fait dans l'environnement? Comment on résout cette problématique du plastique? On avait mis en place une loi pour le plastique, on revoit le plastique sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'arrive pas à éliminer le plastique? Peut-être parce qu'on interdit sans mettre en place d'alternatives. Quelle serait l'alternative? Moins chère pour que les gens puissent en fait aller vers une solution durable sans qu'il y ait un impact sur leur porte-monnaie. Parce que la durabilité et l'environnement, on le présente comme quelque chose pour les riches. Hein? C'est une idée reçue. Il faut qu'on rende cette écologie-là, cet esprit écologique accessible. Et ça, on revient sur la question de l'entrepreneuriat. Si les jeunes mettent en place des solutions, si on exploite ce potentiel des jeunes pour mettre en place des solutions, par exemple des alternatives à l'utilisation du plastique en sachet, eh bien, on bouleverse toute une économie. Donc, il y a une sorte de connexion entre la politique telle qu'elle est comprise et cet entrepreneuriat-là, cette jeunesse-là, ces emplois-là. Quand on arrive à exploiter le potentiel de la jeunesse, on change le visage d'un pays. Quand on arrive à mettre à place des solutions, on encourage la mise en place de solutions et la résolution de problèmes, on change le visage d'un pays. Parce qu'un seul entrepreneur qui met en place une solution sur une problématique phare, c'est-à-dire la gestion des déchets, je ne sais pas, l'agriculture, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, etc. S'ils mettent en place des solutions, c'est un grand pas pour nos États. Donc, on ne travaille pas, chacun travaille de son côté, mais il n'y a pas de dynamique globale, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est dommage. Donc, pour vous, c'est l'éparpillement, déjà la redondance, mais également l'éparpillement, parce que quand on est redondant et éparpillé, au finish, on se situe plus dans le laxisme parce que personne ne sait, que tout le monde dégage sa responsabilité et dit, bah, tiens, moi, je n'ai pas ma responsabilité, c'est l'autre, parce qu'on ne connaît plus quels sont les rôles et les responsabilités de chacun. Où sont les intersections, où est le parallélisme entre les agences et tout. Et cela montre qu'aussi, au Sénégal, peut-être on doit revoir véritablement comment est-ce qu'on délimite nos structures de telle sorte que chaque structure puisse faire ce qu'elle doit faire et pouvoir aussi mettre en place des solutions concrètes, accompagner des gens comme il se doit. Donc, cela va me permettre peut-être de transiter un peu dans la partie, parler un peu plus de cette partie de leadership féminin, parce que vous êtes écrivaine, vous avez écrit beaucoup de livres. Comment est-ce que vous utilisez votre plume pour véritablement, je dirais bien, faire la promotion du leadership féminin et peut-être même de manière approfondie? Quelle est la place du leadership féminin dans votre carrière en tant qu'écrivaine, en tant qu'auteur qui est distinguée, qui a reçu de nombreux prix, notamment celui de la Première Dame pour la promotion de la littérature féminine? Moi, je me pose toujours la question, c'est quoi le leadership féminin? Pourquoi on a besoin, en fait, de catégoriser le leadership des femmes autour d'une appellation du leadership féminin? Nous sommes des leaders, et des leaders parmi les hommes, mais pas simplement des leaders au féminin, on est des leaders. On est des leaders, en fait. On n'a pas besoin d'être à part et qu'on mette constamment en avant notre identité de femme, bien que, en fait, étant donné que les combats des femmes sont constants, on le sait, il n'y a pas réellement de prise en compte de cette identité de femme dans beaucoup de programmes. Moi, je vois des programmes parfois ou des programmations et pour me répéter et comment en fait c'est organisé, ça ne prend pas en compte les femmes. Parce qu'une femme, on sait tous qu'elle a un rôle social assez
fort, assez lourd au Sénégal. On voit on sait qu'on a des responsabilités parfois qui sont pas faciles. On sait qu'on a des contextes qui sont pas faciles. Il faut en fait qu'on puisse construire les programmes en prenant en compte en fait ces réalités-là. Pas importer simplement constamment les mêmes programmes parce que les programmes sont définis selon les sociétés aussi, selon les réalités. Et ça, il faut qu'on les adapte pour que les femmes soient beaucoup plus présentes. Moi, j'en ai mis en place un programme que j'ai fait online puisqu'il était difficile pour les femmes et pour beaucoup de se déplacer parce que quand vous êtes dans une zone, par exemple, si vous êtes à Tambacounda, dans une zone où il y a une problématique quand même d'accès au transport, parfois, il faut que les programmes viennent à vous et il faut qu'on mette en place en fait de façon inclusive en fait une série en fait de réformes qui pourraient l'encourager. Mais le leadership féminin, c'est du leadership tout simplement. Ce sont des femmes et des hommes qui ont décidé de prendre leurs responsabilités, qui ont décidé de s'engager, qui ont décidé de résoudre des problématiques. Moi, en tant qu'écrivain, je suis un écrivain beaucoup plus romanesque. Je suis dans l'irréel pour parler du réel. Ce choix, c'est un choix dans l'écriture, me permet d'aborder les problèmes tout en restant en fait dans cet univers-là. Ce que j'aime dans l'écriture et ce qui n'est pas présent dans la science, c'est cette capacité-là de quitter le réel pour aller vers l'irréel, tout en parlant du réel. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est-à-dire que l'écriture romanesque, par exemple, vous pouvez être dans une écriture qui parle de quelque chose d'irréel et quand le lecteur qui est dans le réel s'y identifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aborde des problématiques en les enjolivant, parce que la lecture doit être un plaisir, mais à chaque fois que j'écris, il y a des personnes qui me reviennent pour me dire « je me suis vue dans ce que tu as écrit ». Donc, dans mon premier roman, je parle de l'immigration clandestine, je parle de ces jeunes-là qui quittent de leur pays pour d'autres horizons en prenant des voies illégales. Je parle de ces jeunes-là qui sont vraiment dans des situations difficiles, qui rencontrent, qui sont confrontés au choc du voyage, au choc culturel, à la peur, au défi de la réussite. Et ça, c'est une problématique de la jeunesse africaine et de la jeunesse sénégalaise en particulier. Nous voulons réussir. Et cela, parfois à tout prix. Et cela a poussé beaucoup de jeunes à se lancer dans une aventure qui a mené pour beaucoup à leur perte. Dans mon second roman, je parle des sans-abri, de ceux qui tout d'un coup se retrouvent à la rue en raison de situations familiales, de situations économiques difficiles. Et pour moi, c'est une manière de donner la parole à des personnes qui sont généralement marginalisées, entre autres. Donc, j'ai écrit des romans, j'ai participé à des ouvrages scientifiques, notamment sur l'implication des femmes dans l'industrie spatiale, où je parlais dans ce texte-là, qui était une contribution à une œuvre globale, de mettre en place des académies africaines qui, en fait, encourageraient l'implication des femmes, puisque vous savez, les sciences spatiales, elles ont un impact dans tout le domaine des sciences. C'est-à-dire que nous, en génie civil, nous avons besoin de ces données-là dans toutes les sciences et c'était un plaidoyer. Enfin, j'ai contribué aussi à un autre livre sur les changements climatiques avec d'autres jeunes tels que Greta Thunberg qui est très, très connue dans le domaine climatique. Nous étions 40 jeunes et chacun de nous a parlé d'une problématique majeure dans son pays et qui est liée au changement climatique. Moi, j'ai parlé de l'avancée de la mer. Parce que j'ai travaillé dans toute la zone côtière, c'est-à-dire de Kayar à la Grande Côte. J'étais dans toute la zone des Niayes et dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Et c'était important pour moi de faire comprendre au monde que nous subissons les conséquences du changement climatique. On n'est pas des ovnis qui ne comprennent pas ce qui se passe. Les pêcheurs de Kayar comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe parce que en 7 ans, moi, j'ai vu la plage se diviser en deux. J'ai vu des pêcheurs prendre leurs pirogues et les mettre à l'intérieur des maisons quand elles étaient vraiment très loin dans l'horizon, quand j'arrivais à 7 ans. Donc, il y a un problème. Il y a un problème qu'ils ne peuvent pas identifier, mais il y a un problème. Et c'était pour moi l'occasion de sensibiliser sur l'impact de ces changements climatiques-là sur des populations très vulnérables
qui sont des pêcheurs, qui sont des agriculteurs. Et voilà, moi, je parle de tout. Je donne la parole à tout le monde et l'écriture est pour moi l'occasion de faire le plaidoyer. Peut-être dans mes prochaines œuvres, je prendrai beaucoup plus d'engagement en politique, en leadership, puisque pour moi, en fait, il est temps pour nous les femmes de prendre le lead. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est temps pour nous d'arrêter d'éviter d'être en devant de la scène. C'est vrai que c'est effrayant. C'est vrai que c'est un exercice plein de jugement. C'est vrai que ce sera très, très difficile dans une société qui ne s'attend pas à voir une femme prendre le lead, mais il est temps. Puisque nous sommes en 2025, puisque nous sommes face à des problématiques qui sont au-delà du genre, puisque nous avons besoin de science, puisque nous avons besoin de développer notre pays, puisque, voilà, on a besoin de la jeunesse et nous en faisons partie. Tout à fait. Parce qu'en matière de leadership aussi, au Sénégal, on peut voir nettement qu'on est toujours dans cette dynamique de peut-être renforcer, de favoriser l'inclusion, de promouvoir les STEM, pendant que c'est seulement en Afrique qu'on entend on doit promouvoir les STEM, on doit financer beaucoup les programmes pour impliquer plus les femmes, mais dans les pays développés, tu ne vois pas trop cette distinction de on va financer beaucoup plus les STEM parce que déjà les femmes ont pris les devants. Si vous prenez des pays comme le Mexique, ils ont déjà eu une présidente femme qui est actuellement vraiment au pouvoir. Des pays comme l'Allemagne, il y a eu la chancelière allemande, Angela Merkel. Donc, c'est seulement en Afrique que le leadership pose problème à tel point qu'on a besoin d'ajouter féminin au leadership pour pouvoir dire que ah, tiens, les femmes maintenant doivent avoir leur place dans le leadership. Donc, c'est vraiment important que vous aviez pu véritablement nous faire peut-être un petit exposé sur cette nuance qu'on a toujours l'habitude d'entendre. On dit souvent leadership pour parler de leadership en général, mais quand on veut parler du leadership des femmes, on y ajoute le leadership féminin. Et peut-être que c'est une thématique qui tente l'inclusion, mais au finish, ça divise un peu, d'autant plus que ça montre que véritablement que les femmes, surtout en Afrique, ne sont toujours pas au niveau à tel point qu'on va pouvoir peut-être se débarrasser du terme féminin à la fin du leadership. Puisqu'on a peut-être 10 petites minutes avant de changer de lien, je vais peut-être rebondir parce que vous avez parlé aussi de cette avancée de la mer là, de cette mer qui est en train de remonter. Quelles sont peut-être les stratégies qui ont été mises en place, Amine, concernant peut-être en matière d'entrepreneuriat vert, mais également en matière de politique qui ont été mises en place et qui ont peut-être été des solutions concrètes, bonnes ou mauvaises, qui ont peut-être freiné ou bien, je ne sais pas moi, anticipé l'avancement de cette mer-là de plus en plus, quoi. Je dirais beaucoup plus participer à l'avancement, je dirais. Non, c'est pas vraiment les politiques qui ont encouragé l'avancement de la mer, mais les politiques qui n'ont pas pris très vite, en fait, je vais dire jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas encore compris l'ampleur du phénomène climatique dans nos pays. C'est-à-dire que c'est plus c'est plus dans le cadre de programmes, de discussions et de réunions qu'on doit en parler. On doit l'intégrer, en fait, dans notre politique de développement. Parce que le climat change, que nos agriculteurs nous disent qu'ils n'arrivent plus à distinguer les saisons, que nous, on n'arrive plus à savoir quel climat on aura à telle période, alors que durant des années, des décennies, on a eu, durant les mêmes périodes, le même climat. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on ne doit plus parler du climat simplement dans des réunions spéciales. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais réellement tenu de réunion gouvernementale autour de cette question, mais simplement à travers des programmes. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de solutions qui ont été apportées, mais tant qu'elles ne sont pas prises, et je reviens sur ça, en les intégrant en fait dans une démarche globale, elles ne marcheront pas. Elles ne marcheront pas parce qu'elles ne peuvent pas avoir des initiatives. Il ne faut pas mettre des barrières de la petite côte pour pallier à cette avancée-là. Et on fait comme si on ne voit pas l'avancée dans toute la côte, en fait, sur la grande côte. On a vu récemment les populations de Dalifort, je pense,
de Bargny, je parle de Kayar, mais c'est sur toute la côte, commencer à lancer l'alerte. On perd nos maisons. C'est grave, hein, qu'on arrive au moment où ils perdent leur maison, c'est-à-dire ils perdent leur maison. On a des scientifiques, on a des données, on observe ce qui se passe dans le monde. On sait qu'il y a des phénomènes extrêmes. On est en train de voir en direct les impacts, en fait, de la montée des eaux, due à la fonte des glaciers. On a, moi, je vous dis, je n'ai pas fait d'études sur cette avancée-là, mais il y a 7 ans, j'étais à Kaya. Quand j'y vais maintenant, j'ai remarqué, moi, le terrain de football, je le voyais très loin. Et maintenant, le terrain de football, il n'existe plus. Il y a un problème. C'est pas possible que en 7 ans, moi, je l'observe à l'œil nu, tout le monde est au courant. Ils savent qu'il y a un problème. Des maisons ont disparu, des cimetières ont disparu, des activités ont disparu, etc. Donc, on n'est plus au stade de parler de solution, on est au stade de l'intégration carrément de ça dans tous les secteurs. Parce que dans les infrastructures, on doit faire attention dans certaines zones parce que la mer arrive, au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage, dans certaines zones, etc., etc. Vraiment, on doit intégrer toutes ces études-là, voilà, dans tout ce qu'on fera. Parce que ça ne sert à rien qu'on parle d'avenir sans pour autant prendre en compte cette problématique. C'est une problématique réelle. Bien sûr, ça a un coût. Ça a un coût. C'est pourquoi aujourd'hui, les pays africains se battent pour que ceux qui polluent payent. Ceux qui polluent puissent nous accompagner. Parce qu'on est en train de subir les conséquences, mais on n'est pas forcément les plus grands pollueurs, bien qu'on a beaucoup d'efforts à faire en matière environnementale et climatique. Mais il faut vraiment qu'il y ait un plaidoyer fort qui soit mené et que tous ces programmes-là soient mis en place, qu'on ait une dynamique d'État autour de la question climatique, que tous les ministères, en fait, aient une cellule spécialisée sur cette question-là, que vraiment tout le monde prenne en compte, parce que ce soit les infrastructures, que ce soit l'agriculture, que ce soit, etc., tous les secteurs subissent les conséquences de ce changement. Et je vais aussi parler de l'exploitation du pétrole et du gaz. Hein. On est dans ce contexte-là. Cette exploitation-là, elle a un impact sur ces activités-là. Donc, tout ça doit être pris en compte. Tout à fait. En fait, parce que vous avez, si je comprends bien, ça doit plutôt aller dans le sens d'une synergie entre tout ce qui se fait dans beaucoup de domaines, que ce soit la pêche, que ce soit l'industrie, mais également le secteur énergétique avec l'exploitation pétrolière. Est-ce qu'au Sénégal aujourd'hui, peut-être qu'on prend, je dirais bien, cette question climatique au sérieux? Est-ce que vous sentez que véritablement il y a du sérieux? Peut-être que je vais vous, entre-temps, on va se déconnecter aussi de ce webinaire, aller rejoindre l'autre, afin que vous puissiez véritablement amener beaucoup plus d'éclaircissement sur ça. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve sur l'autre lien Ouais. dans quelques minutes. Ouais, à toutes.
Eh bien, on peut commencer le temps que, voilà, parce qu'il y a déjà certains qui se sont connectés en attendant que les autres, voilà. Peut-être pour rebondir sur la question que j'ai posée, je me disais que est-ce que, voilà, vous sentez qu'au Sénégal actuellement, on prend au sérieux cette question climatique-là? Est-ce que vous sentez qu'on est dans cette urgence-là, d'autant plus qu'il y a l'urgence, il y a la montée des eaux, il y a l'avancée de la mer, il y a cette irrégularité des saisons, il y a les températures qui changent. Mais est-ce que côté peut-être social, dans la société, est-ce que les gens sont conscients véritablement de ces problématiques-là, dans le sens global, mais aussi voilà, dans le sens spécifique? Est-ce qu'ils sont des Sénégalais qui disent, tiens, mais on doit faire quelque chose, sinon, voilà, c'est cuit. Alors, moi, lors de mon dernier séjour à Dakar, j'ai pris un taxi. Et quand je pris le taxi, je lui ai dit, mais il fait extrêmement chaud, il n'y a pas d'ombre. Il m'a dit, mais écoute, en fait, nos bâtiments sont vraiment très hauts et on bloque la circulation de l'air. C'est un taximan qui me l'a dit. Donc, ça veut dire que les populations, elles ont conscience, en fait, qu'il y a un problème. Il fait extrêmement chaud à Dakar. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien du tout. On marche dans la rue, si tu veux faire une petite promenade à certaines heures, tu risques de faire une crise. Il fait extrêmement chaud, il n'y a pas d'acte pour s'abriter. Et ça, on a des très hauts bâtiments et ça, c'est une réalité. Tout le monde, je pense que beaucoup, et c'est pas tout le monde est au courant qu'il y a un souci. Je ne sais pas s'il appelle le changement climatique, mais il y a un souci environnemental majeur. Et dans les campagnes, aussi les agriculteurs m'ont dit que nous, on constate qu'il y a un changement en fait au niveau des saisons. Vous savez que ceux qui cultivent, ils ont une attention particulière au climat. Et eux aussi se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Donc, globalement, je pense que la question environnementale, elle est discutée, elle est comprise par beaucoup. Il ne faut pas, en fait, avoir des préjugés. Il y a beaucoup de personnes qui le comprennent, pas forcément ceux qui gouvernent, mais une bonne partie de la population, hein, paradoxalement, a beaucoup d'interrogations environnementales. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, je vais dire, des initiatives qui polarisent, en fait, des initiatives qui pourraient, en fait, regrouper tous ceux qui ont conscience et tous ceux qui veulent agir? Pas encore. Et je pense qu'il faudrait en parler, en discuter et les mettre en place. Et au niveau étatique, au niveau du gouvernement, hein, il faut en parler. Je pense que ce n'est pas encore réellement pris en compte dans nos politiques. Et on va dire, on a d'autres problèmes. Écoutez, pour moi, c'est le centre de tous nos problèmes, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans prendre en compte le climat. On veut que les gens produisent. Les gens produisent, hein, mais il y a un problème. Parce Il y a un qu'un produit, problème. notre On ne peut rendement. pas faire la pêche sans prendre en compte les données climatiques et ce changement-là. On ne peut plus mettre en place des infrastructures dans certaines zones sans prendre en compte ces problématiques-là, etc., etc. Il ne faut pas se leurrer, en fait. C'est pas qu'on n'a pas le temps pour parler d'environnement. L'environnement est au centre de tout. De tout. Je veux dire, c'est même au centre de la psychologie des individus. Parce que quand vous êtes dans un environnement où il fait extrêmement chaud, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'air, vous avez tendance à vous énerver. Quand vous êtes dans un environnement où il y a des arbres, il y a de l'air, c'est pas pollué, il n'y a pas de pollution sonore parce que ça tape sur le système, etc., ça influe aussi sur les individus. Donc, l'environnement, c'est pas un détail, en fait, c'est au centre de tout. Et beaucoup de personnes pensent que, voilà, on n'a pas le temps, etc. C'est au centre de tout. Et c'est pourquoi, moi, je dis que il faudrait vraiment changer, en fait, notre façon de voir les choses. Parce que si on aspire au développement, il faut beaucoup de réflexion. Le développement, ce n'est pas simplement un terme générique, ce n'est pas simplement un slogan, c'est un ensemble d'initiatives que nous devons mettre en place, c'est un changement global que nous devons faire pour, en fait, mettre en place un autre paradigme. Et pour ça, il faut être au courant, il faut prendre en compte les problématiques de notre temps. Et voilà, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Pourtant, on a beaucoup d'études, on a beaucoup de scientifiques, on sait ce qui se passe dans le monde, mais on a l'impression que ça ne suit pas. Il faut qu'on se réveille.
Vous avez mentionné quelque chose d'important, à savoir l'omniprésence de cet environnement-là, partout, dans n'importe quel secteur, mais également qui doit être véritablement pris au sérieux, parce que au Sénégal, cette notion d'environnement, en matière surtout peut-être étatique et politique, c'est plus des séminaires où les gens ils partent au King Fahd Palace ou whatever, ils ont des dîners, voilà, à plusieurs millions de CFA, ils parlent de l'environnement, et après, silence radio, hein. Du Ouais. coup, c'est plus dans cette approche de voyez-moi, on se prend en photo, on est sur LinkedIn, on montre qu'on a fait ceci, qu'on a fait. Alors que concrètement, rien n'est fait parce que vous avez parlé de véritablement le fait de planter des arbres, reboiser des arbres, ça prend pas beaucoup de temps. Une journée de reboisement, ça peut être fait à Dakar et tout. Mais concrètement, peut-être que voilà, à Dakar, c'est une notion d'espace aussi parce qu'il faut l'espace. Parce qu'à Dakar, c'est voilà, les gratte-ciel commencent à pousser parce que tellement on ne peut plus construire horizontalement parce que tout est centralisé à Dakar. Tout le monde veut habiter à Dakar. Si 19 millions de personnes dans le pays veulent habiter à Dakar, c'est un problème. Alors, c'est ce qu'on est en train de rencontrer. Donc, peut-être que sur ça, je vais peut-être, parce que vous avez parlé voilà, d'espace et tout, parce qu'on voit, même s'il y a l'avancée de la mer, ça ne décourage pas certains, parce qu'il y a des promoteurs immobiliers aujourd'hui qui sont en train de pulluler toute la plage au Sénégal et qui empêchent peut-être ces pêcheurs-là et puis ces gens, ces autochtones, de véritablement profiter de ces locaux, mais également de pouvoir garder cette intégrité environnementale dans leur localité et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais revenir sur la problématique de l'espace. En fait, en vérité, je pense que si toutes les commodités étaient à Tambacounda, les gens qui sont de Tambacounda vivraient à Tambacounda, en fait. Si toutes les commodités étaient à Thiès, ceux qui sont de Thiès seraient à Thiès. Si nos programmes, si nos politiques, si en fait tout était en fait également réparti, s'il y avait des programmes de logement comme à Dakar dans nos régions, eh bien, on ne vivrait pas à Dakar. Parce que si on concentre aussi tout ce qui doit se passer, parce qu'on m'avait posé cette question sur un plateau télé où il y avait un problème avec ce programme de 10 000 logements, je ne sais plus, et que la journaliste me disait, mais ils avaient un programme d'espace. Est-ce qu'on est obligé de mettre tous les programmes à Dakar? Est-ce qu'on ne peut pas répartir ces programmes de logement dans les régions parce que les gens ont envie de vivre dans leur région? Pour être très honnête, je préfère habiter à Tambacounda qu'à Dakar. Parce que moi, j'ai vu la beauté de Tambacounda, mais j'ai compris, j'ai vu aussi les problématiques de transport, les problématiques logistiques, les problématiques de... J'y ai été. Hein, j'ai pris la route jusqu'au Burkina. Donc, je peux dire que je comprends en fait ce qui se passe au Sénégal, je comprends ce qui se passe un peu partout. Et pour moi, en fait, si tout le monde accourt vers un point, c'est qu'il y a un problème chez eux, c'est qu'ils voient qu'on concentre beaucoup de notre énergie à Dakar et pas beaucoup dans les autres régions. Et ça, il faut changer ça. Si on ne change pas ça, eh bien, on crée nous-mêmes en fait ce déséquilibre-là et on crée aussi cette migration-là. Et ça, c'est important, d'autant plus que toutes ces régions ont un grand potentiel naturel, ont un grand potentiel en termes de ressources, un grand potentiel en termes de savoir-faire et on pourrait vraiment l'exploiter. Et en dehors de cela, vous parlez aussi d'un autre aspect très important, je pense. Vous avez parlé du fait vous avez parlé de l'espace, oui, et je vais revenir aussi sur ça. Hein, je vais revenir aussi sur ça, sur les promoteurs. Vous savez, l'État, comme je l'ai dit, doit travailler en synergie. C'est-à-dire que déjà, pour moi, on a beaucoup de ministères, on a trop de ministères, on a trop d'agences, on a trop pour un petit pays et on n'arrive plus à communiquer. C'est-à-dire on a de grands experts, hein, on a de bons programmes, on a des gens vraiment extrêmement intelligents, on a comme vous, hein, comme tous ceux qui sont là, on a vraiment des idées, mais on n'arrive plus à discuter parce qu'entre toi et moi, il y a au moins une vingtaine d'agences avant d'arriver à toi. C'est-à-dire qu'on a tellement une sorte on a des chemins tellement longs pour arriver aux objectifs qu'on n'arrive plus à arriver à ces objectifs-là. Donc, il faut réduire cette chaîne-là. Et du point de vue des promoteurs, je pense qu'il y a une vigilance citoyenne à avoir parce que acheter un terrain aujourd'hui en face de la mer,
avec la houle qu'on a maintenant sur la Grande Côte, c'est dangereux. Les populations le savent. Moi, j'ai été sur des chantiers où il fallait construire près de la mer. C'est extrêmement compliqué. J'ai vu des conflits sur la côte avec des promoteurs qui avaient vendu des terrains. Comment ils font pour les vendre? Ça, c'est une question. Comment ils ont les papiers? Ça, c'est une question. Où sont les mairies? Ça, c'est une question. Où est l'État? Ça, c'est une autre question. Comment ils font? Je ne sais pas. Beaucoup se posent la question. Comment ils font pour vendre des terrains aussi proches de la mer? On nous a dit qu'il y a le domaine maritime. Comment ils font pour être dans l'eau? Comment des maisons se font pour arriver? Moi, j'ai vu une tortue coincée devant la porte d'une maison. Même la tortue, elle se posait des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on a des infrastructures aussi proches de la côte? Je ne sais pas. Est-ce qu'on devrait tout détruire? Je pense. Parce qu'on est en train de faire peur aux espèces marines qui venaient se reproduire au Sénégal. On est en train de créer énormément de pollution sur la côte. Et d'ailleurs, la pollution, en vérité, elle est globale. Moi, je vois aussi le problème de l'assainissement. Je vois des canaux qui arrivent dans la mer. Des canaux où il y a du sang. Des canaux où il y a de la saleté. C'est-à-dire, pour moi, le problème est tellement énorme qu'il faudrait non seulement réduire cette administration-là qui prend énormément de temps pour résoudre ces problèmes-là, il faudrait en fait regrouper tous les experts, il faudrait reparler du rôle des mairies, parce qu'elles sont en fait en lien direct avec les populations, voir comment ces promoteurs-là arrivent à avoir des terrains dans ces zones-là qui doivent être protégés. Ce sont des zones de reproduction des espèces, ce sont des zones en fait qui devraient être dans le domaine maritime, on ne devrait pas y toucher. Comment on est arrivé là? Bien, moi je donne une solution radicale, il faut tout détruire. Mais il faut un État qui prenne ses responsabilités et qui a conscience en fait de l'impact de ces constructions-là. Et je pense que ça, c'est un problème. Tout à fait, parce que vous avez parlé de cette chose intéressante-là, mais les gouvernements ont plus tendance à voir peut-être cet aspect économique, parce que si vous avez délivré des permis de construction à un géant de l'hôtellerie, disons par exemple à Azalai Hotel, qui veut construire son hôtel pied dans l'eau quelque part à Dakar, donc ça pose problème parce qu'ils se disent, OK, cet hôtel-là a un potentiel de nous ramener, disons, en taxes, whatever, 1 milliard de CFA par an. Donc, ils ont plus cette tendance-là à aller vers cette dynamique économique. Selon vous, est-ce qu'on doit privilégier cet aspect de rentrée d'argent au détriment véritablement des espèces qui doivent se reproduire, mais également de cette santé écologique maritime? Mais tu sais, je me permets, Hadi, l'écologie va avec l'économie. Hein. On perd plus à construire sur la côte qu'on ne gagne. Parce qu'on est en train de faire fuir des espèces, des poissons par exemple, qu'on consomme. La pollution qu'on a sur la côte, elle a un impact direct sur nous, économiquement aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'était comme quand on parlait de l'exploitation du pétrole et du gaz, quand on parle aussi de l'implantation des complexes hôteliers, parce qu'il n'y a pas que Azalai, quand on parle de l'exploitation de certaines ressources. Je pense que à peser le pour et le contre sur beaucoup de projets, on perd plus qu'on ne gagne. Des plages qui étaient publiques, qu'on perd. Des activités économiques qui se faisaient sur cette plage-là, qu'on perd. Des emplois qu'on perd. Des espèces qui venaient se reproduire sur un site donné, qui désertent, en fait, qui s'en vont. Et ces espèces-là, même si ce sont des tortues, ce sont des dauphins, ce sont des baleines, quand elles viennent, elles attirent d'autres espèces. Ça, c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne alimentaire. Donc, en fait, on perd énormément. Donc, le coût économique, parfois, on pense qu'on gagne, mais on perd plus. Et en plus, on perd, mais on perd à long terme. C'est-à-dire qu'on a non seulement un impact sur cette génération-là qui a pris la responsabilité de construire ou de donner ce site-là, mais on impacte des milliers de générations qui n'auront pas de plage, qui ne vont pas connaître la dame qui vend du mat sur la plage, qui ne vont pas connaître les jeux sur la plage, le bien-être d'être sur une plage. Si on privatise toutes les plages, on perd ce bien-être, on perd ses activités économiques, on a un impact sur les espèces. Donc, pour moi, en fait, l'écologie va avec l'économie, dans le sens où, dans l'écologie, je ne vais pas dire que l'écologie, mais
dans ces principes-là qui mettent l'environnement au centre, on arrive à équilibrer le profit tout en préservant l'environnement parce qu'il faut du bien-être pour s'épanouir et aussi en promouvant aussi l'égalité. Parce que lorsqu'on privatise, lorsqu'on met en place, par exemple, un grand complexe hôtelier, on cible une partie de la population et on met de côté une autre. Donc, pour moi, en fait, il n'y a pas de choix à faire entre le développement économique et l'environnement et l'écologie. Cela va de pair. On peut et se développer économiquement et avoir un pays propre et avoir un pays où on respecte les espèces et les animaux et avoir un pays qui est vert. Tu comprends? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui disent que ceux qui parlent d'environnement n'ont pas conscience qu'on doit manger. N'ont pas conscience. Justement, on sait qu'on doit manger. C'est parce qu'on sait qu'on doit manger qu'on comprend que polluer fait fuir les espèces qu'on doit manger. Qu'on comprend que construire un site fait que tout l'écosystème autour de ce site-là disparaît. Parce que les animaux sont comme nous. Vous n'allez pas aller habiter au milieu d'un chantier ou au milieu de quelque part où il y a du bruit, où il y a de la pollution, etc. Donc, nous, on comprend qu'il y a une connexion entre le bien-être, entre l'économie, entre voilà, l'environnement et tout ça. Nous sommes beaucoup plus complets dans le principe. Donc, il y a une interconnexion entre, parce qu'en fait, tout dysfonctionnement sur une espèce en entraîne une autre, d'une manière directe une autre, parce que, comme vous l'avez bien mentionné, on est une chaîne, on est dans une chaîne, on est dans cette notion de boucle aussi. Tout dysfonctionnement se répercute sur autre chose, que l'on le sache ou non. Et dans ce sens-là, d'autant plus qu'aussi vous avez mentionné cet aspect de promouvoir, d'avoir peut-être une écologie, une économie dans le sens de l'écologie. Et cela rejoint peut-être un concept que beaucoup de scientifiques ont vulgarisé, notamment l'aspect d'économie bleue. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, d'autant plus que vous êtes une environnementaliste, experte en environnement et tout, un peu plus nous élucider cette thématique de peut-être économie bleue adaptée à notre réalité sénégalaise, surtout dans le sens de cette privatisation des plages-là, comme vous l'avez si bien mentionné. Ça va peut-être permettre à l'audience, s'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec cette thématique d'économie bleue-là, qui puissent véritablement s'y retrouver et comprendre de quoi il s'agit dans un contexte sénégalais. Oui, l'économie blue économie, c'est l'économie liée aux écosystèmes marins et côtiers. Donc, tout ce qui est activité économique, en fait, autour de ces écosystèmes-là entre dans ce principe-là. Et quand on parle de la pêche, fait partie de cette économie-là. Toutes les activités côtières, que ce soit les usines de transformation, que ce soit voilà, toutes les activités tout autour, que ce soit les mareyeurs, que ce soit ceux qui mettent en place les pirogues, qui construisent les pirogues, etc. Donc, c'est une économie basée, en fait, sur ces écosystèmes-là marins et côtiers. Donc, grosso modo, c'est ça l'économie bleue. Et pour, en fait, avoir une économie qui est efficiente, il faut prendre en compte tous les maillons de cette chaîne-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème au niveau des pêcheurs, ça a un impact sur cette économie. Lorsqu'on a un problème au niveau des écosystèmes marins et côtiers, on a un problème. Lorsqu'on a un problème au niveau des espèces marines, et ça, c'est un grand questionnement, parce que vous savez, comme je dis, je reviens en fait sur ce contexte d'exploitation du pétrole et du gaz, hein, qui est offshore, donc qui est au niveau des océans. Il faut savoir que ça a un impact sur cette économie-là. Donc, on a vraiment cette économie bleue-là, elle est vraiment au centre au Sénégal, hein, parce qu'on a une population, on a une grande côte, hein, on a une petite côte, on a des populations qui s'activent autour de la côte. On a vraiment beaucoup d'acteurs autour de cette chaîne. Tout à fait, parce que vous avez mentionné cet aspect du pétrole, parce qu'on a ce grand projet Grand Turtle Armenian
qui est basé un peu au large des côtes sénégalaises et qui actuellement peut-être est beaucoup plus à la mode que véritablement cette économie bleue. D'autant plus qu'on est actuellement là en train de parler d'un potentiel de plusieurs milliards de dollars sur sur une période prolongée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez peut-être cette synergie entre cette exploitation massive de gaz et de pétrole qu'on est en train de mettre en place en matière de politique, mais également en matière d'exploration, d'exploitation? Est-ce qu'il pourrait y avoir une synergie entre ça et cette économie bleue-là? Parce que dans le sens où, quand on continue peut-être avec cette exploration, cette exploitation, on va peut-être engendrer beaucoup de dysfonctionnements. Dans quel sens vous voyez-vous peut-être une synergie entre ces deux, à tel point que les deux activités puissent coexister en même temps sans autant véritablement créer des problèmes interconnectés? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question puisque dans le principe, l'économie bleue, c'est une utilisation durable de ces écosystèmes-là. Cela veut dire que nous devons éviter toute activité qui aurait un impact en fait sur ces écosystèmes-là et qui aurait comme objectif de perturber en fait cette chaîne de valeur, puisque dans cette économie-là, il y a une interaction entre les écosystèmes marins et côtiers, ceux qui l'exploitent, l'environnement, la pollution, etc. Donc, il faut vraiment une intégration, en fait, une exploitation durable, en fait, des écosystèmes. Dans le contexte de l'exploitation du pétrole et du gaz, écoutez, dans nos pays, l'exploitation du pétrole et du gaz a été vendue comme une solution à nos problèmes, un moyen de développement. Et c'est vrai, hein, beaucoup de pays aujourd'hui se sont développés grâce à l'exploitation de ces ressources-là. Ce serait prétentieux pour moi de dire qu'il ne faut pas exploiter ces ressources-là, étant donné que beaucoup de grandes puissances ont basé leur économie sur ces ressources non renouvelables. Et il faut préciser non renouvelables parce que nous avons un stock qui va s'épuiser, un stock qui est important, mais qui va s'épuiser et qu'il faut utiliser intelligemment et de façon durable afin qu'on puisse se développer, mais aussi il faut réfléchir à l'après. Puisqu'on a vu des pays grands producteurs de pétrole et de gaz qui ont aujourd'hui prévu, qui ont compris que ces ressources-là ne vont pas se renouveler à l'échelle géologique, à notre échelle géologique, et qui sont en train, comme l'Arabie Saoudite, de développer le tourisme, par exemple, et de se diversifier, de diversifier leur économie. Donc, pour moi, étant donné que nous sommes venus après et que nous comprenons que cette économie est non durable, que cette exploitation est non durable, qu'elle aura certes un impact sur notre économie. Et encore, vu les négociations que nous avons faites, on se pose encore des questions, nous jeunes. Mais il faudrait qu'on comprenne qu'on ne peut pas aujourd'hui faire comme ces pays-là qui sont venus jusqu'au bout et ont compris qu'il faut se diversifier. Il faut une économie qui va prendre en compte ces ressources-là, parce qu'on ne peut pas les oublier, on a déjà commencé, mais ne base pas tout notre développement autour de ça. Et pour ça, il faut comprendre qu'on ne peut pas détruire nos écosystèmes pour simplement les exploiter. Et puis, étant donné que ce n'est pas durable, dans quelques années, dans quelques décennies, se retrouver avec des écosystèmes marins totalement, je vais dire, détruits, et une exploitation qui s'arrête. On aura tout perdu. Et moi, je suis actuellement, je vais dire, en formation dans le domaine du oil and gas, et dans le management durable de ces ressources-là. Il faut savoir qu'il y a un grand nombre de mesures à mettre en place pour rendre cette exploitation-là. On ne peut pas la rendre sustainable, mais on peut en fait prendre un nombre important de mesures pour protéger les écosystèmes tout autour. Par exemple, il faut qu'on évite d'avoir des fuites. Il faut qu'on ait vraiment un nombre de ressources, un nombre de mesures de management durable et un contrôle aussi de cette exploitation-là, de sorte qu'on n'ait pas un impact trop important sur les écosystèmes. Mais un impact, on en aura. Dès qu'on commence à exploiter des ressources quelque part dans un milieu, l'impact, on ne peut pas ne pas en avoir. On creuse dans l'océan, on exploite une ressource qui est aujourd'hui à plus de 2500 mètres ou 3000 mètres dans l'océan. Donc,
on va avoir un impact. Les animaux marins, bien sûr, vont disparaître tout autour de cette zone d'exploitation parce qu'ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas la pollution. Il faut éviter qu'on ait, par exemple, des catastrophes comme dans certains pays où on a des fuites de gaz ou de pétrole et qui ont ravagé tout un écosystème. Et pour ça, il faut vraiment un système de management efficient. J'espère qu'il a été mis en place. En tout cas, moi, je suis en train de suivre cette exploitation-là, tout en espérant qu'elle sera et bénéfique et les impacts seront moindres. En tout cas, il y a beaucoup de rapports qui ont été mis en place pour lancer l'alerte au Sénégal et dire qu'il faut faire attention à l'impact de cette exploitation sur les écosystèmes. Tout à fait, vous avez parlé de fuites, mais également en dehors des fuites, il y a les déchets, parce que sur place, on a des navires pétroliers qui sont en train de prendre le pétrole, et le gaz, et entre-temps, en pleine mer, ils font cette transformation en d'autres produits. Et quand on parle de transformation, il y a toujours un output, il y a un produit de sortie, mais il y a également des déchets. Il n'y a pas de procédé de transformation où il y a entrée et sortie sans par exemple, un déchet quelconque. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la prise en charge de ces déchets-là, parce qu'actuellement, on se demande, est-ce que ces déchets-là sont en train d'être traités comme il se doit? Sont-ils retournés dans la mer? Ceci serait une catastrophe pour les écosystèmes marins. Est-ce qu'il y a peut-être des dispositifs qui sont en train de prendre en charge tout ce qui se passe? Peut-être qu'à votre niveau, vous n'avez pas cette réponse-là, tant plus que c'est plus des questions d'ordre éthique et politique, mais je me pose beaucoup de questions dans ce sens-là, tant plus que c'est des projets à hauteur de milliards. Normalement, il devait y avoir un encadrement sur tout ce qui est cet aspect-là. Ouais. Ouais, mais voilà, en dehors de ça, peut-être que, voilà, avant de passer à la partie clôture et tout, j'aimerais bien qu'on se penche un peu sur votre expérience en tant qu'entrepreneur dans EcoBuilders, parce que quand on regarde les infrastructures au Sénégal, est-ce qu'il y a peut-être cette conception en prenant en compte l'environnement dans lequel on est? Est-ce qu'on conçoit par rapport à la température, à nos saisons? Est-ce qu'on choisit les matériaux adéquats au Sénégal dans la construction de telle sorte qu'on n'aura pas besoin de se dire, tiens, on va installer un climatiseur, on va installer ceci, parce qu'il y a un pays là où ils ont fait un bâtiment où toute l'année, ils n'ont ni besoin de chauffage, ni besoin de clim. Donc, est-ce qu'il y a ce modèle de construction au Sénégal qui prend en compte nos réalités de telle sorte que, parce qu'au Sénégal, c'est une couche défavorable, du coup, la majeure partie de la population vit dans le seuil de la pauvreté, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer les clims et tout. Donc, à votre niveau, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui se fait en matière de construction au Sénégal? Alors, on a tendance à construire avec des matériaux non adaptés, comme le ciment, le béton, comme on a l'habitude de voir un peu partout. On a beaucoup d'initiatives et d'entreprises qui aujourd'hui s'orientent vers la construction durable et notamment la BTC, l'ADOP, etc. Ce sont de très bonnes initiatives. Comme vous l'avez dit, hein, Hadi, il faut aujourd'hui construire avec des matériaux adaptés puisqu'on est dans un climat qui est sahélien. Il fait extrêmement chaud. Moi, je suis allée, par exemple, dans le Fouta où j'ai vu des gens construire des maisons et le soir aller dormir dehors parce qu'il faisait trop chaud dans les maisons. Et je me suis posé la question, pourquoi en fait on avait conçu des maisons en béton dans un climat aussi chaud quand on a des matériaux locaux qui sont adaptés. Donc, il y a un problème de communication et de vulgarisation. Et je pense que c'est aussi un problème au niveau de l'entrepreneuriat, hein, comme on l'a abordé. Les jeunes ne sont pas forcément au courant des initiatives. Moi, toutes les initiatives auxquelles j'ai pris part, j'ai fait les recherches et j'ai entrepris de postuler à ces initiatives-là. Donc, pour dire qu'il y a un problème global de communication dans notre pays, aussi un problème au niveau des constructions. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas qu'on a aujourd'hui des entreprises qui produisent des briques, par exemple en BTC, qui sont utilisables sur leur chantier, qui leur permettent de réduire les coûts de climatisation et qui leur permettent de construire, par exemple, dans un contexte qui est adapté au climat. On n'a pas réellement cette prise en compte-là. C'est aussi un problème pour moi de politique étatique. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui où il est interdit même d'utiliser en dehors de la structure certains types de matériaux.
Donc, on pourrait faire ça pour promouvoir non seulement l'industrie locale, les matériaux locaux et permettre aux gens aussi de réduire les coûts énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème énergétique grave. Il y a des délestages, il y a tout ça parce qu'on utilise énormément d'énergie dans nos maisons pour climatiser parce qu'il fait trop chaud, etc. Est-ce que si on n'intègre pas on intègre ces matériaux-là, on n'aurait pas une économie réelle en termes d'énergie? Si, puisque ces matériaux-là sont adaptés. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Je pense que depuis le début de notre discussion, on a discuté, en tout cas, on a mis en place... je pense que c'est de cette manière-là, on peut discuter pour résoudre les problèmes de notre pays. Je pense qu'il y a vraiment un savoir-faire. Il y a des gens comme nous qui peuvent discuter. Il y a des personnes qui peuvent réfléchir à des solutions. Moi, ce que je fais, c'est intégrer dans une chaîne de valeur agricole. Je suis dans le post-récolte. Certains ont mis en place des initiatives dans la production. Certains utilisent l'IoT pour le contrôle de la température, du climat pour permettre aux agriculteurs de mieux produire. D'autres sont dans la commercialisation. Si on arrivait à mettre en place une synergie de ces initiatives-là, on résout le problème de l'agriculture. De la même manière, pour les infrastructures, et notamment les maisons, on pourrait vraiment mettre en place une synergie des acteurs, notamment qui valorisent les matériaux durables. Et on résout le problème non seulement de l'accès au logement, parce que c'est un matériau local, mais aussi on réduit la facture énergétique. Tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant parce que dans certains pays, comme par exemple le Burkina Faso, ils ont commencé l'adoption massive des constructions à base de terre cuite, d'argile. Pourquoi pas au Sénégal, on ne va pas se dire, allez, tiens, on va utiliser cette terre cuite-là. Parce que les gens, ils ont ces pensées-là, ce jugement comme quoi avoir sa maison construite en terre cuite, en argile, fait trop pauvre. Du coup, il faut construire sa maison, terrasse, je sais pas, machin chouette, avec des briques, whatever. Tu peux faire une terrasse avec de l'argile. C'est-à-dire la structure va être en béton armé, mais tout ce qui est, et je parle sous le contrôle, je pense qu'il y a des ingénieurs qui sont au niveau des Moi, y compris. Hein? Voilà, toi, y compris. Donc, tu peux faire la structure en béton armé et utiliser n'importe quel type de matériau en remplissage et on peut utiliser les billes de terre crue, de terre cuite, tout ça, on peut l'utiliser. Donc, il n'y a aucune incidence sur la structure et il faudra frais. Donc, ça ne fait pas du tout pauvre, ça fait intelligent. Ça fait intelligent. Comment le dire? L'essentiel, c'est d'avoir une structure qui est intègre en termes de résistance des matériaux, mais également en termes structurels, c'est le plus important. Mais au Sénégal, on a plus cette tendance de voir, OK, cette maison, elle est construite en argile, donc voilà, ça fait... Parce que je peux dire qu'il faut mettre en place des politiques incitatives. Si l'État met en place des politiques incitatives, on fait la publicité du Jumbo, on fait la publicité du je ne sais pas, Adia, Safsafal, je ne sais pas quoi. On peut faire la publicité de tout et n'importe quoi. Mais si on fait la publicité, on dit aux gens, mais construisez en matériaux locaux, voici les avantages, voici ce que ça peut vous, en incidence en coût. Nous, le gouvernement, on met en place peut-être une subvention pour tous ceux qui vont choisir ça, etc. Mais les gens vont construire parce que les gens ne comprennent pas encore. Il faut de la communication, il faut du marketing, il faut mettre en place une politique incitative pour pousser les gens, pour leur faire comprendre l'impact, pour leur faire comprendre les avantages. C'est parce qu'ils ne savent pas. Les idées reçues, elles se sont construites parce que voilà, on était à cette époque-là. On est en 2025, on a Internet, on a tous les outils nécessaires pour changer le paradigme, pour changer cette façon de penser. On peut le faire. Si on peut promouvoir des bouillons jusqu'à ce que le petit de 1 an, je ne sais pas, même les bébés chantent les publicités, on peut promouvoir les bonnes pratiques et que les gens soient au courant, même le plus petit. Donc, ça dépend en fait du choix que nous faisons. Ça dépend. Parce que la société, elle est à l'image aussi de ce que nous donnons. Si nous donnons à cette société-là les moyens de comprendre que construire, par exemple, avec des matériaux durables, c'est l'avenir, ça a beaucoup d'avantages, c'est le bien-être, ça te permet d'économiser de l'énergie, je peux te dire que tout le monde va passer à ça. Parce que les Sénégalais, ils ne sont qu'à la demande de solutions. Moi, je le sais, je suis allée en zone rurale avec un modèle de construction en matériaux recyclés pour le stockage, j'ai été acceptée. Tant que j'explique, tant que je leur donne les avantages, tant que je parle du coût,
ils l'acceptent. Donc, si je peux, moi, dans une zone rurale où beaucoup ne sont pas au courant, certains ont même des téléphones, ils ne sont même pas connectés, si je peux le faire, le gouvernement peut changer tous les Sénégalais parce qu'il en a les moyens, il en a l'État peut le faire. Donc, on peut changer ce paradigme. Ces idéaux-là, c'est juste un manque de communication et d'information. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, voilà, c'est une très belle intervention. Là, on a fait le tour du sujet hein, de fond en comble. Du coup, je vais donner peut-être l'occasion à l'assistance, véritablement, puisque vous nous avez regardé voilà, parler pendant pratiquement plus d'une heure et demie. Donc, c'est l'occasion, c'est votre heure de gloire, c'est l'occasion qu'on vous entende, que vous vous exprimez, que vous puissiez poser vos questions. N'hésitez pas de lever la main, voilà, de unmute yourself and yeah. Oui, Oumi, allez-y. Oumi, vous êtes là avec nous? Oh, on dirait qu'elle s'est déconnectée. Quelqu'un d'autre, entre-temps que Oumi se reconnecte? Oui, Sadio. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, super 5 sur 5. Alors, déjà, merci de m'avoir autorisé à participer à ce webinaire. C'est une fierté déjà pour moi de voir des jeunes Sénégalaises et Sénégalais autour de ce webinaire. C'est déjà une source de motivation pour les autres et je vous réitère mes encouragements. Je suis aussi très fier de voir des entrepreneurs qui déjà à 18 ans avaient déjà décollé, en plus, étant jeune et une femme, ça montre déjà une force de conviction et une énorme ambition. Mais par contre, je suis parfaitement aligné quand elle dit la question de leadership féminin. Ça peut être revu hein, comme on le pense, parce que moi, je me rappelle à l'école d'où je suis sorti, on évitait de dire homme ou femme. On disait on conjugue à la valeur absolue. Tout le monde est considéré comme homme. On faisait tous les mêmes choses, les mêmes épreuves physiques, etc. Donc, c'est un avis hein, là-dessus. J'ai quelques questions, je dirais, déjà pour l'invité du jour. C'est la première fois que je participe déjà, mais bon, première chose, c'est en tant qu'entrepreneur, comme vous l'avez présenté, quel conseil aujourd'hui donnerez-vous à ceux qui souhaiteraient s'engager dans l'entrepreneuriat pour les aider à avancer, malgré les difficultés et autres? Un genre un retour d'expérience, par exemple, pour les aider à avancer. Et dans le même sens, quelle a été votre plus grande difficulté durant ce parcours? Je le dirais, nous ici, qui sommes éloignés de Dakar, de la grande ville, c'est ce qui nous bloque le plus, c'est d'être loin de Dakar, donc c'est notre plus grande difficulté. Ça serait ma question. Et derrière, au tout début, j'ai entendu la présentation de monsieur qui parlait de ce webinaire, donc bravo aussi pour cette initiative. Et je voulais juste savoir quelles sont les actions ou les initiatives en cours actuellement ou bien à venir pour aider les jeunes ou futurs entrepreneurs. Et est-ce qu'il y a une com derrière cela pour faciliter un peu l'accès à ces jeunes-là? Et peut-être est-ce qu'il y a un support gouvernemental derrière vous pour aider à vulgariser ces initiatives? C'était mes questions. Excusez-moi si j'ai été long et félicitations à tous et surtout félicitations à l'invité du jour. Vu son parcours, c'est une fierté pour le Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Sadio. Merci Sadio pour ces questions et merci d'être là, hein, d'avoir écouté ce long échange mais intéressant autour de différentes questions. Je te remercie. Je suis vraiment navrée d'entendre que tu n'es pas à Dakar et c'est pour ça que tu as beaucoup d'obstacles en entrepreneuriat. Déjà, ça collabore ce qu'on était en train de dire tout à l'heure sur les défis de l'inclusion et le fait qu'on doit en fait permettre à tous les jeunes, quelle que soit leur région, de participer à des programmes d'accompagnement, d'avoir des mentors, d'avoir des agences à leur côté, d'avoir, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais pas assez, parce qu'on ne peut pas concentrer toute l'énergie d'un pays autour d'un seul point et ignorer toute l'énergie créative des jeunes des différentes régions. Donc, je suis vraiment navrée d'entendre ça.
pour ma part, quelle a été ma plus grande difficulté? J'en ai eu beaucoup, mais je vais dire qu'en entrepreneuriat, pour un jeune, la plus grande difficulté, c'est d'être patient. Il faut être patient, en fait. Moi, je suis toujours dans mon cheminement entrepreneurial et j'ai commencé à 18 ans. Donc, ça fait assez longtemps maintenant. Donc, pour te dire que c'est un cheminement, un long cheminement. Hein, on a vu les histoires des grands entrepreneurs comme Jack Ma, etc., qui nous racontaient l'ensemble de ces échecs, McDonald's, etc. Il y a eu beaucoup de success stories à l'international. On a toutes les histoires en tête, tous les histoires en tête en tant que jeunes. Ils ont tous souffert. Ils ont fait un long cheminement. Il ne faut pas s'attendre à réussir maintenant. Je sais que ce n'est pas le discours le plus glamour et le plus encourageant qu'on pourra entendre aujourd'hui, mais il faut être extrêmement patient. Il faut mûrir ses idées. Il faut trouver l'accompagnement nécessaire. Il faut s'adapter aux échecs. Il faut s'adapter à ne pas avoir ce qu'on veut maintenant. Et voilà, il faut accepter le cheminement et ne pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer, quels que soient les obstacles. Et quand on y croit, les autres y croient. Quand on y croit, les autres y croient. Donc, pour moi, je vais dire, la première difficulté, c'est le cheminement. Pour un jeune, les jeunes, on sait tous qu'on est extrêmement pressé. On est extrêmement, on veut réussir maintenant. On a, surtout dans la société sénégalaise, la pression de l'immédiat. Il faut immédiatement réussir. Même un enfant qui entre au CI, déjà les gens commencent à faire des plans pour lui, pour l'université. Donc les gens, on est très, très impatients en fait sur la réussite. Alors qu'au fil des années, j'ai compris que c'est un long cheminement et que voilà, il faut s'y adapter. Il faut se dire que moi, j'y vais à mon rythme. Ça va être difficile. Que personne ne vous dise que ça va être facile. Ça va être difficile. Je dois m'entourer des bonnes personnes. Je dois écouter. Je dois beaucoup lire. Je dois beaucoup participer à des webinaires comme ceci pour écouter les expériences diverses. Je dois aller chercher des opportunités, mettre en pratique mes idées, échouer, me relever, etc. On sait tous que même les iPhones qu'on utilise là, le créateur, moi je suis allée dans la Silicon Valley, j'ai vu le petit garage où il mettait en place ses idées avec ses amis. Donc c'est un extrêmement long processus. Je veux dire, l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de patience pour arriver au succès. Tous les entrepreneurs qui réussissent, vous voyez leur succès, mais on ne raconte pas beaucoup toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Et il y a beaucoup de défis et d'échecs. Donc, la patience, pour moi, c'est le challenge principal. Et la patience, surtout, de quitter parfois sa région, de quitter son confort, de venir parfois à Dakar pour des opportunités, de repartir, d'aller dans une autre région, etc. Il faut vraiment, moi, j'ai dit, je suis allée un peu partout pour cette aventure entrepreneuriale-là. Jusqu'à présent, je vais un peu partout. Donc, il faut être vraiment très patient. Il ne faut pas être pressé. Du coup, ce qu'on peut retenir pour être entrepreneur, il faut être résilient. Il faut être solide, résilient. C'est le mot, c'est le bon mot, c'est la résilience. Tout à fait. Alors oui, on est prêt à recevoir quelqu'un d'autre parce que là, voilà, ça nous signale que dans 15 minutes, voilà, quoi, ça va se faire. Oui, Fatima, allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok, je m'appelle Fatima Tandiat. Je suis membre des élites sénégalaises. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, tout le monde. On ne peut pas parler de leadership sans parler des femmes. J'assume que je suis féministe. Maintenant, ma question. Au Sénégal, on remarque que les femmes jouent un rôle essentiel dans la transformation artisanale des produits halieutiques, notamment dans certaines localités autour du littoral. Ces femmes, souvent organisées en GIE, se concentrent sur des activités telles que le séchage, le fumage et le salage des poissons.
Leur engagement ne se limite pas à la simple production. Elles sont également des actrices clés dans la valorisation des produits locaux et la préservation des ressources maritimes. Cependant, malgré leur contribution significative, ces entrepreneurs font face à divers défis, notamment l'accès au financement, les normes sociales restrictives et l'absence de reconnaissance juridique de leur métier. Maintenant, dans ce contexte, comment le leadership féminin peut-il catalyser une transition vers une transformation artisanale des produits halieutiques plus durable et inclusive, tout en surmontant les obstacles que rencontrent ces femmes? Si vous comprenez, madame. D'accord. Merci. Voilà. On va laisser notre invitée spéciale qu'elle puisse rebondir sur ça. Merci beaucoup, Fatimata, pour, je vais dire, au-delà de la question, l'exposer un peu sur l'importance de l'implication des femmes dans le secteur de la transformation, je vais dire de l'économie bleue, hein, parce que c'est un peu de ce dont on parlait, toutes ces activités-là, la côte qui inclut un peu les écosystèmes marins côtiers, entrent dans le cadre de cette économie-là. Moi, j'ai été à Malling, à Mour, pour travailler avec des femmes transformatrices de produits halieutiques, notamment le Gage et le Yate, le Symbiome et le Murex. J'ai travaillé avec elles il y a très longtemps. C'est une activité qui est très intéressante parce qu'elles exportent un peu partout au Sénégal, mais aussi dans la sous-région, parce que ce sont des produits qui sont prisés, pas seulement au Sénégal, mais un peu partout. Et elles avaient à ce moment-là l'occasion de vendre nos produits. Il y a beaucoup de déchets qui sont issus de cette transformation-là, et nous, on travaillait sur comment les valoriser. C'était un projet qui était très intéressant. Ce sont des femmes qui aujourd'hui ont besoin d'un accompagnement en termes de formation, parce qu'elles ont des GIE, elles ont des groupements économiques, mais elles n'ont pas forcément l'accompagnement nécessaire pour passer à des étapes supérieures en termes de packaging, en termes de promotion de leurs produits, en termes de commercialisation, puisqu'elles exportent le produit. Il y a des jeunes qui viennent acheter et qui arrivent à vendre un peu partout. Donc, elles peuvent le faire si elles sont accompagnées. Nous, on leur avait fait aussi une formation dans le digital où elles arrivaient à maintenant entrer leurs données. Vous voyez, leurs données économiques, c'est-à-dire leurs ventes, etc., parce qu'elles avaient besoin d'un suivi assez financier. Je pense qu'il y a vraiment énormément de potentiel dans ce type d'activité, que ce soit la transformation des produits halieutiques, que ce soit la transformation des produits locaux. Hein. On a énormément de GIE. Moi, j'ai travaillé avec des GIE au niveau de Bignona, de Ziguinchor, qui faisaient la transformation des produits. Donc, on arrivait à apporter ces produits-là au niveau de Dakar et de Thiès pour les vendre. Donc, elles ont vraiment besoin de jeunes dynamiques qui viennent avec leurs idées et qui travaillent en symbiose, en synergie. Je pense que synergie et symbiose, synergie, c'est un des mots que j'ai le plus utilisé dans cette discussion, parce qu'on ne travaille pas assez ensemble. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de compétences, on a des idées, on a des savoir-faire, mais on n'a pas de travail. Il faut des jeunes qui soient prêts aujourd'hui à aller dans les zones de production de ces dérivés de produits halieutiques-là, et qui sont prêts à travailler avec ces femmes-là, parce qu'elles sont là-bas, elles veulent voir des jeunes qui s'intéressent à leurs activités, pourquoi pas Fatimata, et qui iraient les aider à vraiment digitaliser leur chaîne de commercialisation, faire connaître leurs produits, marketing, communication, etc., packaging, labellisation, etc. Elles ont besoin d'aide. Elles ont le savoir-faire de la transformation, mais elles ont besoin de beaucoup d'aide sur énormément d'autres aspects. Donc, c'est une activité qui est extrêmement intéressante et qui gagnerait à être soutenue beaucoup plus, et beaucoup plus de jeunes devraient s'y intéresser. Ce n'est pas réservé aux femmes et aux... Voilà. Madame, elles ont besoin d'un cours de leadership ou bien au-delà du leadership, communication. Elles peuvent avoir des formations déjà sur comment structurer leur activité. Elles ont du matériel parfois qui leur est offert. Elles ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Moi, on avait trouvé des ordinateurs là-bas. Elles ne savaient pas comment vraiment l'utiliser pour entrer leurs données.
Quelqu'un pourrait mettre en place, par exemple, une plateforme qui leur permettrait de vendre leurs produits en partenariat. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez gagner, vous, quelque chose, mais elles aussi gagner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à utiliser les compétences de chacun et pour booster, en fait, les activités. C'est-à-dire elles savent faire les produits, vous ne savez pas le faire. Elles savent transformer, mais elles n'ont pas de plateforme, par exemple, numérique pour vendre leurs produits. Ça pourrait être un projet. Ouais. Merci Fatimata pour ces questions intéressantes. Bon, en ce moment, on n'a que 9 minutes. Peut-être que vraiment c'est l'occasion un peu de wrap-up, de un peu clôturer pour ne pas voilà, que le temps nous rattrape. Alors, en tout cas, c'est des questions pertinentes. Ce fut un plaisir vraiment, Madame Aïda Ndiéguène, de discuter avec vous dans cette thématique intéressante. Vous avez été pertinente tout au long du débat avec véritablement des exemples factuels, mais également avec une touche de votre expertise qui démontre une fois encore que le Sénégal regorge d'énormes talents qui sont en train de s'illustrer à l'international, mais qui ne sont pas assez valorisés dans le pays, je dirais bien. En tout cas, ce fut un honneur, ce fut un immense plaisir. Merci infiniment d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Peut-être que voilà, je vais vous donner l'occasion de donner votre mot de fin avant de basculer vers Massal pour clôturer ce webinaire en beauté. Alors, merci beaucoup, Hadi. Merci pour ce partage. La discussion, je vais dire plutôt une discussion. Hein. C'était une discussion intéressante avec toi. On a pu aborder différents aspects, différentes problématiques. Je te remercie. Tu es ingénieur, mais il faudrait tenter aussi un peu le journalisme là, parce que tu es vraiment bien dans les discussions et dans les débats. En tout cas, j'y pense. J'ai déjà mon podcast. Voilà, on va voir comment ça va. Tu me le partageras. J'aimerais beaucoup écouter ton podcast. Super, ça s'appelle Femme forte, femme fatale. Pourquoi pas? Tu pourrais être une de mes guests. Pourquoi pas? Alors, je serais ravie. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce long débat, mais très intéressant débat. Je remercie les élites sénégalaises pour cette opportunité qui m'a été donnée d'être là. C'est un honneur pour moi d'avoir pu échanger pendant un certain temps autour de différentes problématiques. Je pense que donner la parole aux jeunes et s'entraider, en fait, c'est le début des solutions. Et je pense que les élites sénégalaises entrent dans ces solutions-là. J'espère que cette initiative va être plus mise en avant, qu'il y aura beaucoup plus de soutien. En tout cas, tout ce qui a été fait jusque-là par vos propres forces, c'est super. Et je vous remercie vraiment de cette opportunité encore une fois. Je salue tout le monde. Et voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Aïda. Alors, Massal, votre mot, peut-être? Bon, rebonsoir à tous. Je pense que je serai très court. C'est juste un dernier mot de félicitations, de remerciements à l'endroit de notre cher invité. Quand même, ce fut un rendez-vous très riche en informations et également en motivation, surtout pour tous les entrepreneurs. Et avec une brillante présentation aussi de votre part, Habi, quand même, qui assure toujours, comme l'a dit Eda, il faut en fait pencher vers une reconversion, quand même, ça pourrait être très bénéfique. Hein. C'est un grand plaisir hein, pour nous de vous accueillir aujourd'hui et certainement pour d'autres rendez-vous dans le futur avec vous. Ça nous serait vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Massal. Alors, merci à tous pour votre présence, de nous avoir également accordé votre temps. Et ce fut un énorme plaisir. Merci et passez une excellente soirée et très bonne fin de week-end à vous tous. Et merci beaucoup.